Nous sommes en janvier 2026. La rue hurle, la mer se met en formation. À Adougou, une rumeur d'attentat précède des explosifs près du pouvoir, puis une foule retourne la scène. À Simonstone, des navires chinois, russes et iraniens transforment une manœuvre en message. Dans ce double plan, qu'est-ce qui change pour le commerce, les sanctions et la sécurité? Et pourquoi Ibrahim Traoré insiste-t-il sur la logistique plutôt que sur les slogans? Parce qu'un pont maritime suffit parfois à déplacer l'ordre, et qu'un détail chiffré peut valoir une doctrine dès que les routes se ferment ou s'ouvrent. Ce récit promet une chose précise, comprendre comment un théâtre maritime apparemment lointain peut redessiner des décisions très concrètes, des prix du transport aux marges diplomatiques, en passant par la capacité d'un État à résister aux pressions. L'intérêt pour le spectateur tient en un point clair, savoir lire les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des contraintes fortes. Derrière les images de manœuvres et les discours de souveraineté se cache une mécanique simple, qui protège les routes, protège l'économie, et qui perd l'accès, perd du temps, de l'argent et du levier politique. Cette mécanique s'active rarement en un jour, mais elle s'accélère lorsque plusieurs fronts s'alignent. Ici, la terre et la mer parlent d'une même voix. Suivre cette séquence permet d'anticiper les effets de second ordre. Contournement des sanctions, réorientation des flux, nouvelle dépendance technique. Il ne s'agit pas d'adhérer à une vision, mais de mesurer des conséquences. À la fin, chacun pourra juger si ce mouvement relève d'un symbole passager ou d'un changement durable, et ce que cela implique pour les États, les entreprises et les citoyens qui vivent de ces échanges. La révélation tient en deux faits mesurables. En un an, la part des navires non occidentaux dans les couloirs atlantiques a augmenté de 47%, et le tonnage combiné engagé lors des manœuvres de 2026 a dépassé 350 000 tonnes. Ces chiffres, modestes pris isolément, deviennent décisifs lorsqu'on les place dans une séquence continue. Ils indiquent que le basculement ne relève plus du discours, mais d'une occupation progressive des routes. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée confirme que la souveraineté se déplace là où circulent les flux, non là où se proclament les principes. Pour comprendre ce moment, il faut revenir sur une inertie longue. Pendant des décennies, l'Atlantique Sud a fonctionné comme une frontière invisible, contrôlée par des normes, des assurances, des sanctions et des capacités d'escorte concentrées au nord. Cette domination ne se traduisait pas seulement par la force militaire, mais par des coûts, des délais et des risques imposés aux économies du Sud. Les routes existaient, mais leur usage restait conditionné. Ce qui change en 2026, ce n'est pas l'apparition soudaine de nouvelles flottes, mais leur coordination. Des exercices conjoints répétés, des protocoles partagés et une synchronisation logistique créent un effet cumulatif. Chaque passage sécurisé réduit l'incertitude, chaque convoi protégé rend la prochaine traversée moins coûteuse. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un stratège naval, mais comme un interprète politique d'un signal global. La mer devient une extension du combat terrestre pour l'autonomie. Le contexte régional renforce cette lecture. Des pays enclavés du Sahel dépendent presque entièrement de corridors maritimes qu'ils ne contrôlent pas. Dès lors, une variation de quelques nœuds points sur les routes atlantiques peut modifier des équations budgétaires, des contrats miniers ou des marges commerciales. Ce n'est pas un choc brutal, mais une dérive constante. Et c'est précisément cette lenteur apparente qui rend le phénomène difficile à percevoir jusqu'au moment où les chiffres cessent d'être discutables. Pour saisir l'effet concret de ce basculement, il faut quitter les cartes stratégiques et revenir à des scènes courtes, presque ordinaires. À Ouagadougou, des conseillers évoquent moins les alliances que les délais d'acheminement, moins les discours que les factures d'assurance. Un responsable logistique explique qu'un convoi retardé de 2 semaines peut bloquer une chaîne entière, des pièces détachées aux denrées essentielles. Dans ce cadre, la mer cesse d'être abstraite. Elle devient un multiplicateur de contraintes, ou au contraire un amortisseur de choc. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré sert de fil conducteur, non comme héros solitaire, mais comme point de cristallisation d'une intuition partagée. Son rôle n'est pas de commander des flottes, mais de relier une expérience terrestre, sanctions, enclavement, dépendance, à une solution maritime émergente.
Cette traduction politique rend lisible un phénomène technique pour des populations qui n'ont jamais vu l'océan. Un micro-cas illustre cet impact précoce. Lorsqu'un corridor sécurisé permet de réduire les coûts de transport, même marginalement, les effets se propagent vite. Contrats renégociés, délais raccourcis, trésorerie moins tendue. Pour des économies fragiles, cette variation peut décider de la survie d'une entreprise ou du maintien d'un service public. L'événement naval, en apparence lointain, se transforme alors en variable quotidienne. Et l'essentiel est simple. Contrôler l'accès vaut parfois plus que posséder la ressource. Tant que cette équation reste vraie, la mer devient un levier central du rapport de force contemporain. Le déclencheur survient dans un intervalle très court, presque trop serré pour être interprété à chaud. À la veille du 3 janvier 2026, des informations fragmentaires circulent dans des cercles militaires du Sahel. Un projet d'attentat viserait à désorganiser le commandement burkinabé et à créer une fenêtre d'intervention extérieure. Quelques heures plus tard, des agents infiltrés tentent d'activer des explosifs autour de la résidence présidentielle et d'une installation de drones. Le scénario est classique. Décapiter, semer la peur, forcer une transition imposée. Puis soudain, la séquence se brise. La montée en tension ne produit pas l'effet attendu. L'information fuite, non vers une riposte armée, mais vers la rue. Avant même un déploiement militaire visible, des foules se rassemblent. Femmes, jeunes, travailleurs, sans coordination apparente, occupent l'espace et rendent l'opération impraticable. Ibrahim Traoré apparaît brièvement, sans discours, sans mise en scène. Le geste suffit. Le complot s'effondre sous le poids d'une mobilisation imprévue. Ce basculement, purement terrestre, marque un premier point d'inflexion. Presque simultanément, un autre théâtre s'active. À Simonstown, en Afrique du Sud, les manœuvres navales Will for Peace 2026 entrent dans leur phase la plus visible. Destroyers chinois, corvettes russes et frégates iraniennes croisent dans un port qui jusque-là symbolisait surtout des coopérations encadrées par l'Occident. Ici, la démonstration n'est pas offensive, elle est déclarative. Chaque coque, chaque pavillon signale une capacité à opérer ensemble hors des structures dominantes. La coïncidence temporelle crée un effet de résonance. Deux événements sans lien opérationnel direct commencent à être lus comme les deux faces d'un même mouvement. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronisation n'est pas fortuite. Elle illustre l'unité de front distincte. La terre, où se joue la légitimité politique, et la mer, où se négocie la survie économique. Le récit se consolide à mesure que les images circulent. Les discours officiels parlent encore de coopération et de paix. Pourtant, derrière cette rhétorique, les lignes bougent. Les chancelleries occidentales évoquent un risque d'instabilité. Les capitales du Sud observent une opportunité. Les marchés, eux, réagissent sans idéologie. Les routes protégées attirent les flux, les routes incertaines les repoussent. Dans cette phase, chaque jour compte. Les répercussions ne sont pas immédiates, mais elles s'accumulent. Invitations diplomatiques, consultations régionales, échanges techniques. Ce qui n'était qu'un exercice naval devient un signal qui s'installe et la logique de la séquence apparaît peu à peu. Un choc évité sur terre, une démonstration assumée en mer, puis une recomposition progressive des calculs. À ce stade, le mouvement dépasse le symbole et entre dans une dynamique. Pour mesurer ce déplacement sans se perdre dans les slogans, 3 repères suffisent. Avant 2025, les exercices conjoints en Atlantique Sud restaient limités et la chaîne qui fait tenir les routes, escorte, surveillance, assurance, normes, demeurait largement pilotée depuis le nord, avec des coûts et des délais qui retombaient sur les économies du Sud. En 2026, le tonnage engagé lors des manœuvres visibles dans la zone dépasse 350 000 tonnes, pris isolément. Ce n'est pas une révolution militaire, mais c'est assez pour changer la densité stratégique perçue et surtout pour installer des routines. Dans le même temps, la circulation évolue. Des données compilées par un institut maritime africain évoquent une hausse de 47% en un an de la proportion de navires non occidentaux sur certains couloirs atlantiques. Ce chiffre paraît abstrait, pourtant son effet est mécanique. Plus de passages, c'est plus d'habitudes partagées, plus d'interopérabilité
et moins d'incertitude pour les acteurs économiques. La prime de risque baisse et le coût final du transport suit, ce qui compte particulièrement pour des pays enclavés. Enfin, la coordination se répète. Entre janvier et mars 2026, 26 opérations conjointes sont recensées entre navires chinois, russes, sud-africains et iraniens, des exercices de défense aérienne à des simulations de protection de convois énergétiques. Là encore, l'enjeu n'est pas la parité avec l'OTAN, mais la continuité, une répétition qui commence à produire une norme alternative. Mises bout à bout, ces mesures dessinent un avant et un après. Des routes jadis ouvertes, mais conditionnelles, puis des routes disputées, mais plus prévisibles pour certains partenaires du Sud. C'est dans cet écart qu'Ibrahim Traoré ancre sa lecture. Non une démonstration de force, mais une autonomie qui se construit. L'effet dépasse le strict domaine naval. Dans les institutions financières internationales, l'inquiétude monte face à une autre donnée. La part des transactions sud-sud en devises locales progresse de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes associées. Cette évolution réduit l'exposition aux sanctions et modifie les équilibres monétaires. Là encore, le chiffre n'est pas spectaculaire isolément, mais il devient structurant par accumulation. En résumé, les preuves quantitatives ne racontent pas une victoire instantanée. Elles décrivent une pente. Et une pente, une fois engagée, demande plus qu'un discours pour être inversée. C'est précisément là que reviennent les objections occidentales les plus consistantes, généralement au nombre de 2. D'abord la symétrie militaire, même coordonnée, les marines du Sud resteraient inférieures en volume, en technologie et en capacité de projection face aux flottes de l'OTAN. Dans cette lecture, les manœuvres de 2026 seraient un surtout symbolique. Ensuite, la dépendance économique et technologique, maintenance, électronique embarquée, communication et assurance resteraient largement contrôlées par des acteurs du Nord, ce qui limiterait la durée et la portée d'une présence alternative. Ces arguments reposent sur des faits et méritent d'être pris au sérieux. Mais ils visent dormance parfois un objectif qui n'est pas celui du mouvement observé. La réponse telle qu'elle transparaît dans les prises de parole d'Ibrahim Traoré ne cherche pas la parité mondiale, elle cherche une suffisance fonctionnelle. Il ne s'agit pas de contrôler tous les océans, mais de sécuriser assez de routes pour garantir une continuité économique minimale et de rendre politiquement coûteuse toute interruption. Sur le plan technologique, la dépendance ne disparaît pas, mais elle se fragmente. La fourniture de composants par la Chine et l'appui de l'Inde sur certains réseaux de communication diversifient les points d'appui. Une dépendance fragmentée est plus difficile à utiliser comme levier unique de coercition. Reste un facteur moins mesurable mais décisif. La cohésion. Une protection de convois perçue comme vitaux peut bénéficier d'un capital politique interne durable, là où des opérations de projection classiques s'usent plus vite. Autrement dit, la question n'est pas de gagner une guerre navale hypothétique, mais de rendre l'ordre ancien plus coûteux à imposer qu'à négocier. Ce point médian change la lecture des faits précédents. Les manœuvres navales ne servent pas seulement à afficher une présence, elles redéfinissent les conditions minimales de fonctionnement des économies du Sud. Un corridor sécurisé ne garantit pas la prospérité, mais il empêche l'asphyxie. Cette nuance est essentielle. Elle explique pourquoi des États acceptent un risque diplomatique en échange d'une prévisibilité logistique. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme un révélateur. Il nomme explicitement ce que beaucoup expérimentent sans le formuler. Tant que la mer reste contrôlée par d'autres, toute indépendance reste incomplète. Le milieu du récit ne révèle donc pas une alliance secrète ou un plan caché, mais un déplacement de priorité. La question n'est plus qui domine, mais qui peut continuer à circuler quand les tensions montent. À partir de ce point, chaque donnée prend un sens différent. Les chiffres, les accords et les réactions internationales ne sont plus des signaux dispersés, ils deviennent les pièces d'un même mécanisme désormais visible. Pour les États, la première conséquence est diplomatique. La capacité à s'inscrire dans des corridors maritimes, moins dépendants du Nord, élargit la marge de manœuvre politique. Des pays auparavant contraints à une prudence extrême peuvent diversifier leurs partenariats sans rupture immédiate. Le Burkina Faso,
bien que sans façade maritime, bénéficient indirectement de cette recomposition en s'adossant à des partenaires capables d'assurer la continuité logistique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré consolide une position idéologique. Il ne s'agit pas de provoquer, mais de disposer d'options crédibles lorsque la pression augmente. Pour les entreprises, l'effet est plus immédiat. L'ouverture de routes sécurisées permet de renégocier des contrats longtemps figés. Dans le secteur minier, certaines sociétés locales obtiennent désormais des parts de revenus supérieures à celles concédées auparavant, parfois au-delà de 40%, contre environ 10% dans les anciens accords. La baisse des coûts de transport, estimée autour de 15% sur certains corridors, améliore la trésorerie et réduit la dépendance aux intermédiaires occidentaux. En parallèle, des multinationales se retirent, jugeant le risque politique trop élevé. Le paysage économique se recompose, avec des gagnants et des perdants clairement identifiables. Pour les citoyens, les effets sont plus ambivalents. D'un côté, la perception de dignité et de contrôle s'accroît. Les slogans entendus lors des mobilisations deviennent des refrains quotidiens, porteurs d'un sentiment d'appartenance renforcé. De l'autre, l'autonomie a un coût. Les tensions sur certaines importations, la hausse ponctuelle des prix et les menaces de représailles économiques rappellent que l'indépendance logistique ne supprime pas toutes les vulnérabilités. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La souveraineté n'est pas une promesse de confort immédiat, mais une capacité à encaisser des chocs sans s'effondrer. À l'échelle de la région, enfin, l'effet d'entraînement devient visible. Des mouvements citoyens au Sénégal, au Togo ou en Namibie reprennent le vocabulaire de la souveraineté étendue jusqu'à la mer. Les États observent, testent, puis adaptent. Ce mimétisme progressif crée une pression nouvelle sur les cadres existants, sans constituer encore un bloc homogène. La région entre dans une phase d'expérimentation, où chaque succès partiel renforce la crédibilité du modèle, et chaque échec en précise les limites. Ainsi, les conséquences concrètes ne dessinent ni une victoire totale, ni un chaos annoncé. Elles décrivent une zone intermédiaire, instable mais active, où les choix comptent davantage que les discours. Pour Ibrahim Traoré, c'est précisément là que se joue l'avenir du mouvement, dans la capacité à produire des effets tangibles et durables pour ceux qui vivent de ces échanges. Si l'on se projette au-delà de 2026, 3 trajectoires plausibles se dégagent. La première, la plus prudente, prolonge la dynamique sans accélération. Des exercices plus réguliers, des corridors élargis par paliers et des tensions avec Washington et certaines capitales européennes qui restent élevées mais cantonnées au registre diplomatique. Pour les États sahéliens, l'enjeu serait alors de transformer les signaux politiques en routines logistiques fiables, sans surpromesses ni rupture brutale. Une deuxième trajectoire serait plus favorable, de nouveaux États apportent ports, capacités techniques et relais régionaux, des cadres juridiques émergent pour encadrer une souveraineté maritime partagée et la prévisibilité accrue attire des investissements sud-sud plus stables. Dans ce cas, la figure d'Ibrahim Traoré gagnerait en influence non comme agitateur, mais comme référence d'une stratégie devenue praticable. La troisième trajectoire, plus dure, supposerait une réaction plus coercitive des puissances établies, sanctions financières ciblées, pression sur les assurances, campagne d'influence. Les coûts logistiques remonteraient temporairement, testant la cohésion des partenaires, et certains États pourraient se replier par exposition inégale aux représailles. Entre ces voies, la réalité pourrait osciller. L'élément décisif ne sera pas un événement spectaculaire, mais la capacité à maintenir des mécanismes fonctionnels sous contrainte sur la durée. Dans un premier cercle, celui des consommateurs, une logistique plus prévisible peut atténuer certaines pénuries ou flambées soudaines. A l'inverse, une phase de tension accrue peut provoquer des hausses temporaires, difficiles à absorber pour les foyers les plus fragiles. Comprendre l'origine de ces variations permet de distinguer ce qui relève d'un choc externe de ce qui procède de choix politiques assumés. Dans un second cercle, celui des travailleurs, notamment dans les ports, le transport, l'énergie ou les industries extractives, la recomposition des routes crée à la fois des opportunités
et des risques. De nouveaux partenariats peuvent soutenir l'activité locale, mais les périodes de transition s'accompagnent souvent d'incertitudes contractuelles. Là encore, la clé réside dans la durée. Une stratégie logistique n'apporte des bénéfices sociaux que si elle se stabilise. Enfin, pour les citoyens engagés, ces évolutions interrogent à la notion même de souveraineté. Elles cessent d'être un slogan lointain pour devenir une question de fonctionnement quotidien. Qui décide des flux dont dépend la vie ordinaire ? Qui absorbe le coût des tensions internationales ? Se poser ces questions ne revient pas à choisir un camp, mais à comprendre les mécanismes qui conditionnent le confort, la sécurité et les perspectives à moyen terme. Une trajectoire crédible suppose désormais de passer du signal à l'architecture. D'abord, consolider les routes déjà engagées, transformer des exercices ponctuels en mécanismes réguliers de veille, de secours et d'escorte, avec un mandat multilatéral africain clair. L'objectif n'est pas l'expansion militaire, mais la continuité des flux essentiels, visibles dans la régularité des traversées et surtout dans une baisse durable des primes de risque. Ensuite, investir dans les capacités humaines et techniques. Une école maritime régionale, fédérant plusieurs académies, formerait officiers, ingénieurs et logisticiens capables d'opérer dans un cadre coopératif. Sans monter en compétences, la dépendance ne disparaît pas, elle se déplace. On peut suivre ce progrès avec des indicateurs simples. Effectifs formés, taux de rétention, autonomie de maintenance. En parallèle, la gouvernance des ressources compte autant que la protection des routes. Une charte garantissant une majorité de détention nationale ou citoyenne pour les ressources extraites créerait un lien direct entre souveraineté logistique et bénéfices économiques. Ibrahim Traoré insiste sur cette cohérence. Sécuriser les flux n'a de sens que si la valeur créée ne s'évapore pas ailleurs, ce que l'on mesure à la part réelle des revenus conservés localement. Enfin, une coordination informationnelle sud-sud, partage de données, innovation, signaux d'alerte, réduit la dépendance aux filtres dominants et améliore la réactivité. À chaque étape, un même principe s'impose. Garder l'équilibre entre ambition et prudence, en évaluant régulièrement les coûts sociaux et économiques des choix opérés. Cette feuille pas de route n'est ni rapide ni spectaculaire. Elle offre cependant une cohérence rare entre le discours et la méthode. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un cri, mais une construction mesurable, étape après étape. Le récit revient alors à une image simple, presque silencieuse. Sur un quai éclairé par le couchant, des coques d'acier reflètent une lumière dorée qui n'a rien de militaire. Elles ressemblent à des miroirs posés sur l'eau, renvoyant l'idée qu'un mouvement longtemps abstrait a pris une forme tangible. Cette image fait écho aux premières scènes terrestres, quand la foule avait suffi à faire échouer un plan pourtant minutieux. Terre et mer se rejoignent dans un même langage visuel. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré n'apparaît plus comme un symbole exalté, mais comme un témoin attentif de ce qui le dépasse. Il observe, calcule, temporise. Son rôle, dans ce récit, n'est pas d'incarner une victoire, mais de rappeler qu'une idée ne devient durable que lorsqu'elle se traduit en système fonctionnel. La dignité ici n'est pas un slogan scandé, mais une capacité à maintenir des routes ouvertes malgré la pression. L'émotion naît précisément de cette retenue. Rien n'est définitivement acquis. Les visages restent graves, les attentes mesurées. Pourtant, quelque chose a changé. La conviction qu'un choix collectif peut se matérialiser sans passer par la permission d'autrui. Cette conviction, fragile mais partagée, circule désormais avec les flux qu'elle protège. La phrase qui s'impose n'est ni triomphale ni défensive. Elle est sobre, presque comptable. Ce qui a été rendu possible devra être entretenu. C'est dans cette vigilance quotidienne, plus que dans l'événement fondateur, que se joue la suite. La séquence se referme sans injonction, mais avec une invitation claire à la réflexion collective. Ce qui s'est joué entre 2025 et 2026 ne concerne pas seulement des flottes, des chiffres ou des doctrines. Cela pose une question plus large sur la manière dont les sociétés souhaitent organiser leur dépendance au monde. Faut-il accepter que les routes vitales restent concentrées entre quelques mains ou chercher, même imparfaitement, à diversifier les accès et les responsabilités ?
Observer cette dynamique, c'est aussi interroger son propre rôle. Comme citoyen, consommateur ou acteur économique, chacun est relié à ces flux, parfois sans le savoir. Les choix politiques et logistiques finissent toujours par se traduire en décisions quotidiennes, visibles ou non. Comprendre ces mécanismes permet au minimum de ne pas les subir aveuglément. La trajectoire portée par des figures comme Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion incluse, mais une attention lucide. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un héritage figé, mais un équilibre mouvant entre coopération, prudence et responsabilité. Rien n'est écrit d'avance, ni dans le sens d'un affrontement inévitable, ni dans celui d'un consensus idéal. La question reste donc ouverte, et elle dépasse un pays ou une année. Quel type de monde souhaitons-nous rendre possible par les routes que nous acceptons de partager, de protéger ou de contester ensemble ?